Bonjour! Alors, de fait, on vient vous présenter un projet de recherche qui a été déposé par notamment le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, le laboratoire d'études sur la violence et la sexualité avec Mylène et notamment aussi Geneviève, et dans le contexte de SASFAM. La question de la violence sexuelle, c'est une question qui préoccupe les maisons depuis longtemps. Depuis longtemps, on demandait, les intervenantes demandaient à être mieux formées sur la question des violences sexuelles notamment. Alors, on est allé de l'avant en se disant on va documenter cette violence-là. Il faut savoir que le regroupement est à l'origine du premier projet de recherche sexuelle en contexte de violence conjugale qui date de 1986, qui s'appelait la sexualité blessée. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas eu tant que ça au Québec, même je dirais peut-être pas du tout, au Québec, de recherche sur la violence sexuelle en contexte de violence conjugale. Fait qu'on trouvait ça d'autant plus pertinent. Puis là, je vous ai mis une petite citation qui est tirée de la sexualité blessée que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site du regroupement. Dans les publications, on l'a remis, mais vous allez voir, ça a presque l'air d'avoir été fait à la Gestotner. Et c'est un document d'archives. C'est un document d'archives, tout à fait. Alors, mais déjà, tu sais, à cette époque-là, on notait combien le silence qui entoure les agressions sexuelles en milieu conjugal pèse lourd sur celles qui en sont victimes et les amène à s'auto-censurer, à porter seul le fardeau d'une sexualité blessée, humiliée et niée. Alors, c'est encore très vrai aujourd'hui, ça reste une des sexualités qui est taboue, même dans les maisons d'hébergement. Merci. Je ferai la même chose pour toi. Alors, les interventions proposées aux utilisatrices de services, aux femmes, dans le fond, qui viennent soit en hébergement ou en service externe, doivent mieux correspondre aux réalités actuelles. Évidemment, à l'époque de la recherche sur la sexualité blessée, les cyberviolences, c'était pas très, 86, c'était pas très là. Alors, tu sais, dans le fond, il y a des formes de violence qui, aujourd'hui, existent et je pense que ça inclut ça. Les intervenantes aussi constatent un contexte social mouvant puis un changement du profil des femmes, notamment, il y a une augmentation, elles voient une augmentation des femmes âgées de 25 à 34 ans en maison. Et des femmes immigrantes autochtones dans les maisons d'aide et d'hébergement. Alors, ça aussi, c'est des facteurs dont il faut tenir compte dans la recherche. Voilà. Pour vous démontrer comment ça reste quand même une forme de violence encore taboue, et pour les femmes et pour les intervenantes, on voit que les principales raisons dans nos maisons, là, nous autres, on a 46 maisons, c'est nos statistiques de 21-22. La principale raison de la demande dans le cas de la violence sexuelle, c'est seulement 3,2 %. C'est pas beaucoup. Puis même quand les femmes sont amenées à nommer d'autres types de violences vécues dans la relation, elles vont nommer seulement 11,6 % la violence sexuelle, alors qu'on va voir dans nos résultats que c'est beaucoup plus fréquent que ça dans ce qui ressort jusqu'à maintenant. Puis en service externe, 1,9 %, puis quand on leur demande d'identifier les autres types, 30,2 %. Alors, dans cette perspective, les objectifs de notre projet de recherche, c'est documenter la prévalence des différentes formes de violences sexuelles vécues par les femmes, de même que leur sévérité, leur chronicité et leurs conséquences, et cerner les besoins des intervenants dans leur pratique pour mieux soutenir les femmes survivantes de violences sexuelles. Donc, dans la perspective vraiment de développer une formation, des outils pour soutenir l'intervention à cet égard. Donc, avant de monter une formation, on se doit faire une analyse de besoins.
Alors, c'est ce qu'on a fait, Louis. C'est tout excellent. Je répète le message parce que souvent, quand on est dans l'intervention, on a le réflexe de vouloir travailler rapidement, mais ça fait aussi partie du processus de réfléchir aux besoins. Alors, vous aurez compris mon message aujourd'hui. Donc, il y avait un devis mixte, donc avec un volet questionnaire, les quantitatifs et un volet qualitatif aussi. Donc, on est encore dans le recrutement des femmes. Puis, bon, je pense que aussi, il y avait l'enjeu d'aller aussi former les intervenantes en maison à l'administration du questionnaire, s'assurer aussi qu'il y ait un filet de sécurité pour recevoir les confidences. On va voir plus loin qu'il y a beaucoup comment dire, d'appréhension à aborder cette question. Fait que juste proposer d'administrer un questionnaire qui porte sur les violences sexuelles, ça sème un petit peu d'anticipation qui se reflète dans notre participation. Alors, on continue à faire de la publicité. À la fin, on vous a mis aussi un lien, là, un code QR pour aller compléter le questionnaire parce que, en fait, le questionnaire cible aussi l'ensemble des utilisatrices de services, donc pas simplement, pas uniquement les femmes qui ont fait un dévoilement de violence sexuelle dans le contexte d'hébergement, mais plus, en fait, toutes les femmes qui ont recours au service. Donc, on a un échantillon jusqu'à maintenant de 86. Notre objectif, c'est 250, fait qu'on ne lâche pas. On a administré certains instruments de mesure. Donc, nous, on s'intéresse à la violence sexuelle, à la détresse psychologique, certains symptômes de dépression, par exemple, et au concept de soi sexuel. Donc, on a mobilisé des outils plus sexologiques. On vous en a parlé ce matin de long en large chez les adolescents. Donc, on regarde aussi en quoi les violences sexuelles ont le potentiel d'impacter le fonctionnement sexuel aussi des femmes, parce qu'il n'y a pas juste la santé mentale à laquelle il faut s'attarder. Aussi, on avait des groupes de discussion asynchrones en ligne. Donc, ça a été tout un défi. On pourrait s'en parler une autre fois, mais jusqu'à maintenant, on a rejoint 18 intervenantes et on avait le souci aussi d'avoir un échantillonnage qui est diversifié, c'est-à-dire des intervenantes qui sont plus en début de carrière, moins d'expérience, alors puis aussi des intervenantes qui avaient quoi? 7 ans et plus. Il y avait trois, il y avait des groupes moins d'1 an d'expérience, un groupe de 1 an à 3 ans, puis 1 an à 7 ans? Non, c'est pas ça. Non, 1 an. C'est ça. 0, 3, 3, 7, 7 et plus. Je me disais que ça... Pour voir si il y aurait, en fonction là, de la durée, là, de l'expérience des intervenantes, des barrières particulières ou pas, puis ou des besoins de formation qui seraient un peu différents en fonction de leur expérience. Et on voulait voir dans le cadre de ces entrevues-là, les caractéristiques des femmes en maison d'aide et d'hébergement, quels étaient les défis qu'elles rencontraient dans leurs interventions et les besoins prioritaires de formation pour bien répondre à leurs besoins. Donc, au niveau du portrait là, des utilisatrices ayant complété le questionnaire, fatigué. L'âge moyen est de 37 ans et presque 83% des femmes sont nées au Canada, de parents nés au Canada. Donc, c'est un échantillon qui est somme toute homogène. 38% des femmes ont eu recours au service d'hébergement versus presque 62% en consultation externe. 28% déjà consultés pour une autre relation intime où il y avait de la violence. 8% ont déjà
consultées alors qu'elles étaient elles-mêmes enfants. Et presque 55% considèrent avoir vécu de la violence conjugale dans le cadre de plus qu'une relation. Et ça, retenez ce chiffre-là, presque 20% des femmes n'ont jamais dévoilé les violences sexuelles. Donc, il y a beaucoup à faire et je pense que les intervenantes des maisons ont un rôle vraiment stratégique et clé pour travailler ces éléments-là. Au niveau des prévalences de violences sexuelles, c'est assez élevé là, pour nous montrer que la recherche et la formation qui va s'en suivre a vraiment toute sa pertinence. Presque 90% ont vécu de la violence sexuelle parmi les femmes qui ont été sondées et 41% ont vécu de la coercition reproductive. Par rapport aux autres types de violences, parce que, bon, comme on l'a déjà mentionné, il y a co-occurrence entre la violence sexuelle et les autres formes de violence. Contrôle coercitif, 100%, violence psychologique, 100%, et violence physique, presque 48% des femmes qui ont complété le questionnaire. Impact perçu des violences sexuelles en contexte de relations intimes. Donc, vous voyez que presque 80% rapportent de la détresse psychologique qui est élevée. Là, puis on parle du seuil clinique ici. Au niveau du concept de soi sexuel, ben, ça impacte sur leur estime de soi. Certaines ont des préoccupations intrusive par rapport à la sexualité et presque 13% là, éprouvent de la détresse ou des symptômes dépressifs en lien avec leur rapport à la sexualité. Je suis capable de lire le tableau. Parce que 13,67% qui disent j'ai confiance en moi, ce qui veut dire qu'il y en a 67% qui Oui, tu as raison, c'est à l'envers. C'est des scores. C'est des scores de. Oui, sur 25. Ah, c'est pas des Je m'excuse. Je vous ai confondu. C'est des scores, oui, sur 25. Donc, analyse des besoins de formation. Là, je vous ai parlé du volet quanti. Par rapport au volet qualitatif, bon, ce qu'on peut dire, c'est que les violences sexuelles en contexte conjugal sont une forme de violence que les intervenantes relèvent de façon régulière là, dans leur pratique. Les violences sexuelles sont concomitantes aux autres formes de violence. Les femmes reconnaissent peu les violences sexuelles qu'elles vivent en contexte conjugal et elles vont aborder les violences sexuelles quand le cas échéant un peu plus tard au cours du suivi. Pour l'analyse des besoins de formation, on a relevé ces 5 besoins prioritaires de formation. Donc, on va s'appeler là-dessus, Louise, dans les prochaines semaines et mois et voire années. Donc, ce qui est nommé par les intervenantes, c'est vraiment le besoin d'acquérir une plus grande aisance pour aborder la question des violences sexuelles. Ça fait écho avec la présentation de Geneviève. Là, les intervenants scolaires nous ramènent la même chose, mais bon, c'est que la sexualité est un sujet qui, en fait, les violences sexuelles touchent à la sexualité, c'est un sujet sensible, voire tabou, du point de vue de certaines intervenantes et ça devient comme un frein à l'intervention et elles peuvent ressentir là, un malaise à l'égard de certaines confidences qui sont faites dans le contexte de leur pratique et ça soulève des émotions en lien avec les interventions, les confidences qui sont livrées. Puis,
j'irais peut-être un peu plus loin. Ça va peut-être chercher aussi leur propre vécu. Plusieurs intervenantes, plusieurs femmes ont vécu des violences sexuelles en contexte de relations intimes et dans d'autres contextes. Donc, on peut penser que plusieurs intervenantes ont aussi un passé de victimisation et de victimisation sexuelle et tout ça, ça ramène, ça fait émerger le traumatisme et ça fait en sorte que ce serait peut-être plus facile de pas avoir à gérer cet aspect-là. Et ça va nous amener aussi à développer dans la formation des outils pour aider les intervenantes à s'occuper d'elles pour être mieux en mesure de s'occuper des utilisatrices de services. Par rapport au deuxième besoin, c'est de mieux définir le cadre et les limites des interventions auprès des femmes ayant vécu de la violence sexuelle. Donc, les contours du cadre d'intervention demeurent flous, poreux pour certaines. C'est pas toujours clair, contrairement aux pratiques qui s'intéressent aux autres types de violences, comme la violence psychologique, la violence physique. Ça semble plus clair, bien évidemment, pour les intervenants, quel est leur mandat, comment intervenir. Et les intervenantes, plusieurs du moins, nomment des choses, hein, par quel, je pense que cette citation-là est fort évocatrice, là, quels moyens vont nous mettre en œuvre pour aider. Nous nous limitons à la notion de consentement, écouter, déresponsabiliser, aborder les conséquences de la violence sexuelle, les droits, le respect, la socialisation, la sensibilisation. Je trouve ça pas mal. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Mais il demeure comme des zones de flou sur qu'elles doivent mettre en œuvre pour accompagner les femmes qui vivent la violence sexuelle. Parce que je pense que le réflexe dans ces situations-là, c'est de référer au CALAX, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, mais dans les faits, probablement plusieurs intervenantes de maison ont des outils pour intervenir sur la violence sexuelle, comme on intervient sur les autres formes de violence, mais elles sont plus mal à l'aise de le faire et elles se sentent moins en confiance. Oui. Au niveau du besoin, troisième besoin prioritaire qui est identifié, c'est d'être mieux outillé pour aborder les violences sexuelles et avec les femmes quand elles partagent leur vécu. Il y a ce souci-là récurrent chez les intervenantes de ne pas retraumatiser, ce qui est vraiment parfait, mais ça peut devenir un frein à l'intervention parce qu'on ne veut pas empirer la situation. Elles veulent en savoir plus sur les approches sensibles au trauma. C'est une excellente idée aussi. Quand il faut poser les questions, est-ce qu'on laisse les femmes aborder d'elles-mêmes la question? Est-ce qu'on ouvre une porte? À quel moment dans le suivi? Ça aussi, ce sont des questions que les femmes, que les intervenantes se posent. Elles aimeraient avoir des phrases clés en main aussi hein, sur comment je peux faire pour aborder la question avec des exemples de déclencheurs qui pourraient être utilisés. Comment je fais pour créer un lien de confiance rapidement pour être en mesure d'ouvrir le dialogue au niveau de la sexualité et comment je peux recevoir un dévoilement, recadrer, normaliser les expériences de violence sexuelle qui sont remis. Donc, pour le besoin numéro 4, mieux connaître le processus judiciaire et médico-légal. Donc, beaucoup de questionnements en lien avec cet aspect-là. Évidemment, là, je vous l'ai mentionné, là, les intervenantes sont préoccupées par la sécurité et le bien-être des femmes qu'elles accompagnent. Donc, elles souhaitent là, être en mesure de mieux tenir compte des traumas qui sont associés aux violences sexuelles et ne pas retraumatiser. Ça revient
beaucoup et est-ce que les lancer dans un processus socio-judiciaire, c'est la meilleure stratégie et comment on aborde ça? Donc, on trouve ça un petit peu délicat. Et elles ne savent pas trop non plus comment ça fonctionne, le processus médico-légal, judiciaire à suivre, et elles voudraient être informées là-dessus. Et je termine avec le 5e besoin qui a été nommé, qui est d'être en mesure d'adapter ces interventions aux femmes qui sont considérées plus à risque de vivre des violences sexuelles. Et on parlait tout à l'heure du contexte interculturel. Donc, il y a beaucoup de femmes issues de l'immigration et ça confronte aussi à ses propres valeurs et par rapport à ça. Donc, un peu des questionnements que les intervenants des milieux collégiaux ont, on les retrouve aussi dans une autre forme chez les intervenantes en hébergement. Donc, elles veulent connaître les facteurs de risque qui vont accroître la vulnérabilité des femmes aux violences sexuelles et aussi les facteurs de protection sur les leviers d'intervention sur lesquels elles peuvent agir et comment adapter leurs interventions aux caractéristiques des utilisatrices de services. Louise. Il reste combien de minutes? Là? J'ai manqué la 9. Ah, je vais prendre le temps. Alors, dans les faits saillants, quand on, tu sais, le questionnaire a permis aux femmes qui y répondaient de pouvoir dire qu'elles ont vécu de la violence sexuelle, alors que dans les statistiques, c'est pas ça, tu sais, quand on demande des raisons. Alors, ce qu'on constate avec le questionnaire, c'est que la majorité des femmes en maison d'aide et d'hébergement rapportent des violences sexuelles en contexte conjugal. Alors, quand on ouvre la porte à ça, ben, elles en parlent et elles disent qu'elles en ont vécu. Puis le questionnaire aussi, probablement, permettait, parce qu'il était, il abordait plusieurs dimensions de la violence sexuelle, alors elle permettait pour elle d'identifier aussi qu'est-ce qu'elle avait pu vivre en termes de violence sexuelle. Donc, bon, la violence sexuelle est souvent accompagnée d'autres formes de VC. Les femmes qui rapportent des violences sexuelles en contexte conjugal rapportent aussi des symptômes importants de détresse psychologique élevée, puis évidemment un concept de soi sexuel qui est fragilisé. Donc, c'est des éléments à tenir compte. Et, merci, au niveau donc de l'élaboration de la formation, bon, le format privilégié, même si on s'est beaucoup approprié les formations en ligne et tout ça, mais n'empêche, pour un sujet comme ça, clairement, les intervenantes préféreraient en présentiel. Une journée, on va voir, finalement, tu sais, avec les objectifs de la formation, mais c'est sûr que, tu sais, les intervenantes sont particulièrement chargées de toutes sortes de choses. Miser sur les échanges d'expertise, ça, c'est toujours gagnant. Mettre en place aussi des activités pour s'exercer afin de favoriser l'aisance et le sentiment d'auto-efficacité. Hein, les maisons, les intervenants des maisons, c'est des filles qui sont sur le terrain. Fait que c'est pas tant d'entendre parler de théorie, mais c'est vraiment d'être dans l'action, dans des donc voilà. Puis bon, les thématiques à aborder, vous l'avez vu, la manifestation des violences sexuelles dans les relations intimes pour être en mesure de les reconnaître, d'une part. L'intervention sensible au trauma, elle l'a nommé beaucoup. L'intervention en contexte multiculturel aussi, parce que là aussi, il y a des enjeux, dépendamment de d'où proviennent les femmes. Elles peuvent avoir aussi vécu des violences sexuelles liées à leur situation de femme immigrante, avec les préjugés racistes qui peuvent s'ensuivre. Certaines aussi, c'est beaucoup plus tabou, la violence sexuelle dans leur communauté. Donc, comment aussi on intègre ça dans la formation. Clarification des rôles et limites de l'intervention et clarification aussi du processus judiciaire et médico-légal à cet égard-là. Je pense que merci. Ça fait Vous avez le code QR vers le questionnaire.